Bonjour. Bonjour, ravi de vous retrouver avec Pascal Morel et Renaud Degas pour un nouveau débat des contrepoints de la santé. Cécile Courrèges, directrice générale de l'offre de soins au ministère de la Santé, et Claude Lécher, président d'MG France, merci d'avoir accepté notre invitation car ce débat est essentiel. Et vous êtes sûrement les deux personnes clés qui vont pouvoir nous éclairer. Il est essentiel, souvent mal compris, parfois tronqué plutôt, et on aimerait savoir si le moment est vraiment venu pour sortir de l'impasse. Comment en effet organiser la révolution du premier recours, des soins de proximité, en finir avec le tout hôpital, pour reprendre les mots de la ministre, tout cela pour mieux prendre en charge la croissance des pathologies chroniques et le vieillissement de la population, tout en contrôlant les coûts. Tout le monde est d'accord, mais ça reste beaucoup plus difficile à faire. Alors, on a l'impression que cela ne progresse pas, à se demander si le virage ambulatoire n'est pas une sorte de leurre. Certes, le plan d'accès aux soins présenté très récemment, ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale actuellement débattu au Parlement, ouvre des perspectives, l'article 35 en particulier, qui définit un cadre d'expérimentation pour l'innovation dans le système de santé, en particulier sur l'organisation, sur l'innovation organisationnelle, et l'article 36 sur la prise, enfin, je dirais, de la télémédecine qui devrait entrer dans le droit commun, c'est-à-dire qui pourrait correspondre à une cotation pour les médecins. Cécile Courrèges, vous avez en charge l'offre de soins au ministère de la Santé. C'est à vous, en fait, que revient l'organisation des soins en France. Rien que cela, c'est déjà pas mal, avec quelques camarades à l'assurance maladie, et puis quand même la ministre. Vous êtes ancienne directrice générale, vous avez commencé à l'ARS de Bourgogne, et puis ensuite au Pays de la Loire, pays tout à fait émérite dans l'organisation du système de soins. Vous avez été conseillère santé à Matignon, au tout début du quinquennat de François Hollande, et puis vous êtes passé même à l'ACA, comme directrice générale, peu de temps. Claude Lécher, vous êtes médecin généraliste à Étoile-sur-Rhône, petit village de la Drôme, de 5300 habitants, si je ne me trompe pas. C'est pas subtil. Non, mais ça progresse très fortement, absolument. Dans une maison de santé pluriprofessionnelle, et donc vous êtes toujours intéressé à l'organisation du système de soins. Vous pouvez poser des questions en direct via Twitter avec le hashtag contrepoint avec un S santé, et c'est Renaud Degas qui nous les retransmettra dans une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près, pour prendre un peu le pouls de vos sentiments. On doit remercier nos partenaires, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, le groupe Point Vision, et maintenant on a un nouveau partenaire qui est BVA, on le remercie vivement, parce que BVA nous aidera à mieux cerner le sujet avec un sondage grand public qui fera spécifiquement pour les débats contrepoint de la santé chaque mois. C'est ce que l'on appelle l'innovation, Philippe. Voilà, un sondage innovation, il faut le faire. Pascal, alors, première question. En tout cas, tu as presque tout dit, belle introduction. Un virage, ça s'aborde, même dans la drogue, et on se demande souvent comment on ne va pas déraper, comment on va s'en sortir. Ce virage ambulatoire, d'abord il faudrait le redéfinir, probablement, Madame Courrèges, vous allez nous aider à le redéfinir. Mais je me suis demandé, en préparant cette émission, Claude Lécher, je me suis demandé si 30 ans après la formation de MG France, je me suis demandé s'il n'y a pas chez vous une grande frustration. Tout ça pour en arriver là, c'est-à-dire, dans le fond, une médecine générale qui souffre et un service aux Français très insuffisant, visiblement. Et qui s'aggrave, c'est ça que... Alors, il n'y a aucune frustration avec MG France, parce que la totalité des points politiques que MG France a proposés dans le système de santé et ambulatoire, ils ont tous été mis en œuvre, tous, sans aucune exception. Donc la frustration aujourd'hui, c'est pas qu'on n'ait pas réussi à partager nos idées, parce que nous, notre objectif, c'est pas de faire des révolutions, c'est de faire des évolutions, et donc à faire partager un certain nombre d'idées. Aujourd'hui, dans la loi, vous avez les soins primaires. Dans la loi, vous avez les maisons de santé pluriprofessionnelles. Dans la loi, vous avez une proposition que j'avais faite à Marisol Touraine d'organiser dans les territoires. Ça s'est terminé avec les CPTS. Oui, mais l'accès aux soins pour les chers se détériore. Alors ça, c'est pas le problème de MG France, c'est le problème du pays dans son ensemble. Quand vous regardez que 38% de la CSBM est consacrée aux dépenses CSBM de soins médicaux, c'est-à-dire grosso modo les dépenses de soins pour les Français, 38% en France, c'est de l'hospitalisation, et je ne le reproche pas à l'hôpital, et la moyenne dans l'OCDE c'est 30%, et en Allemagne c'est 29%. Donc c'est 8 points d'écart qui nous séparent
dans l'organisation des soins, et donc je suis très heureux d'en débattre avec Cécile Courrèges, des autres pays, c'est ça qui nous manque dans le secteur ambulatoire. Peser sur l'hôpital, les décideurs, les politiques, la population, pour que non pas on déshabille l'hôpital pour habiller la ville, mais pour qu'on organise mieux la ville, pour que l'hôpital soit moins sous la pression d'une demande qui est très largement excessive. L'hôpital ne fait qu'accueillir la demande. Alors parfois il la suscite, on est d'accord, mais ça c'est, je dirais, à la marge. Mais il faut vraiment penser le système aujourd'hui comme un système d'abord ambulatoire et ensuite l'hôpital venant jouer son rôle. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic, mais très rapidement, comment définir précisément le problème pour pouvoir avancer? Il y a un quinquennat s'ouvre, il y a des propositions qui sont faites. Qu'est-ce qui manque là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait? Puis après, on posera la question à Cécile Courrèges. Eh bien, de mon point de vue, la proposition organisationnelle que je fais à Cécile Courrèges et à l'ensemble du champ politique, c'est de dire organisons les territoires avec une bonne articulation déjà soins primaires, soins secondaires en ville, et ensuite une bonne organisation entre l'ambulatoire et l'hôpital, de telle sorte qu'on puisse déshospitaliser dès qu'on peut. Mais qu'est-ce que ça veut dire organiser le territoire concrètement? Organiser le territoire, c'est-à-dire que moi, dans mon territoire, j'ai une maison de santé autour de laquelle je suis en train de créer une CPTS. Une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que je travaille... Communauté professionnelle territoriale de santé, mais voilà. Je pense que j'ai affaire à... Non, mais rappelons que nous sommes regardés dans le monde entier, Claude Léchère, et avec des gens qui ne sont pas toujours des spécialistes de professionnelle territoriale de santé, c'est-à-dire autour des soins primaires, dans une bonne relation structurée avec les soins secondaires. Allez voir nos collègues de l'hôpital en leur disant, vous avez aujourd'hui 20 millions de passages aux urgences, probablement au moins la moitié devrait être pris en charge en ville, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça veut donc dire que nous, il faut qu'on ait du temps pour organiser des plages de rendez-vous où on peut accueillir des patients qui seraient allés à l'hôpital. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre quelques moyens sur l'organisation de la ville, de telle sorte qu'on puisse ensuite travailler avec l'hôpital. Et c'est probablement un programme sur 10 à 20 ans de déshospitaliser. Claude Léchère, j'ai employé le terme de frustration pour être gentil. Est-ce que vous n'êtes pas profondément, est-ce que vous ne vous sentez pas, vous aussi, co-responsable d'une situation où, dans le fond, malgré tout ce que vous avez fait, moi je ne dis pas que vous n'étiez pas un syndicat en pointe, cela étant, les Français ne s'y retrouvent pas. L'insatisfaction, Philippe et moi sommes fort jeunes, rentrant dans la profession, mais jamais autant les Français sont insatisfaits de l'offre de soins qui leur est proposée. Je voulais savoir si vous, syndicat, vous n'êtes pas, dans le fond aussi, vous ne vous sentez pas co-responsable. Très concrètement, qu'est-ce qui vous manque pour le faire? Les soins non programmés pour qu'il y ait moins de gens qui aillent à l'hôpital, on le verra dans le sondage BVA, c'est important. Qu'est-ce qui vous manque? Ce qui me manque, moi, c'est que je passe 30% de mon temps de travail à faire autre chose que de consulter des patients pour faire un diagnostic, prendre des décisions médicales et ensuite les mettre en œuvre. Même dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Absolument, dans une maison de santé pluriprofessionnelle, on n'a pas plus de temps de secrétariat qu'ailleurs. Simplement, on les met en commun, c'est-à-dire qu'on a 0,3 équivalent temps plein de secrétariat en France, plus une femme de ménage qui s'occupe des ménages, on ne le fait plus. Et dans les autres pays, vous avez entre 2 et 3 professionnels support autour de chaque médecin. Comment voulez-vous que je travaille en étant le même nombre de médecins généralistes en France et en Angleterre? Le temps disponible de médecins en France est très nettement en dessous de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc nous disons au pouvoir public, créez-nous des fonctions support, et les pouvoirs publics nous disent, il n'y a pas de moyens pour créer des fonctions support en soins primaires. Il y a 3 milliards pour l'hôpital, 400 millions pour les médecines de santé. Alors il y a des moyens si on veut investir. Enfin, ça, c'est pas de l'investissement, c'est des frais de fonctionnement. Cécile Courrèges, la question est claire. Comment améliorer l'accès aux soins? Comment faire en sorte qu'il y ait un vrai virage de la médecine ambulatoire, la médecine de ville, de proximité, ce qui est essentiel par rapport à l'évolution démographique et épidémiologique? Oui, et pour ne pas épargner plus... notre invité. Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que, non, frustré, ou en tout cas, la direction que vous dirigez était, à l'époque, nous l'avons connue, une direction des hôpitaux, elle est devenue une direction de l'organisation de soins, et donc vous avez finalement à votre main également la médecine libérale, et finalement, les Français sont toujours aussi déçus. Je ne suis pas sûre que les Français connaissent la Direction Générale de l'Offre de Soins et ce soit à l'égard de la Direction Générale de l'Offre de Soins qu'ils soient déçus. Je pense qu'effectivement, c'est un problème de l'accès aux soins, de l'offre de soins. Mais je dirais la direction que je dirige depuis quelques mois seulement, elle illustre bien le virage qu'on doit prendre. Parce que vous demandiez tout à l'heure, déjà, c'est quoi la définition du virage ambulatoire? Qu'il fallait peut-être repartir sur le concept aussi. C'est tout ce qu'a dit Claude Léchère, c'est-à-dire, effectivement, on a trop parlé du virage ambulatoire en se concentrant sur l'hôpital et en regardant que
l'hôpital. Et en opposant d'ailleurs ville-hôpital, ce qui je pense n'a jamais fait avancer un moindre problème, en opposant les acteurs les uns par rapport aux autres. Je crois qu'on prend tous collectivement conscience que le virage ambulatoire, c'est un virage de l'ensemble du système de santé, et effectivement un repositionnement autour d'un point d'entrée prioritaire qui est bien les soins ambulatoires, et que si on veut que l'hôpital se repositionne et effectivement réponde mieux à ses missions, ce n'est pas possible sans des soins primaires, dans des soins ambulatoires mieux structurés et qui répondent mieux. J'ai été en région, dans plusieurs régions, et effectivement, quand vous êtes directeur général d'une agence régionale de santé, une des difficultés que vous avez sur le sujet de l'ambulatoire, c'est que vous avez des difficultés à trouver des interlocuteurs. Bien sûr que vous avez des représentations régionales avec les unions régionales des professionnels de santé, avec des représentations syndicales, mais quand vous voulez travailler sur des projets avec des acteurs, l'hôpital, vous n'avez pas de difficulté. Vous avez les acteurs structurés, vous êtes adressé au chef d'établissement, au président de la communauté médicale d'établissement. Sur les soins ambulatoires, vous vous adressez à qui? Ce n'est pas les fédérations qui vont porter les projets elles-mêmes directement. Elles vont porter quelques-uns quand elle a un bénéfice régional, mais pas sur un projet sur un territoire. C'est bien des professionnels de santé qui vont le porter. Donc justement, maintenant, vous avez été directrice d'ARS. Les ARS ont un rôle capital à jouer. Mais est-ce qu'elles ne sont pas perçues comme un censeur, un contrôleur pour les médecins plus qu'un accompagnateur? Est-ce qu'il n'y a pas de grande diversité d'actions parmi les ARS? Est-ce qu'il ne faut pas faire la révolution des ARS? Ou l'inverse, madame, ou l'inverse. La question, c'est comment progresser. Peut-être ne sont-ils pas assez contrôleurs des choses qui marchent, mais c'est vous qui... Nous, on fait les questions, vous faites la réponse. Je réponds à quelle question? Parce que là... La question, mais ça revient, c'est la même question. Comment les ARS peuvent mieux accompagner ce virage ambulatoire réellement? Parce que, ou avoir la main... Non, ma question, c'était ou avoir vraiment la main sur la médecine de ville. Voilà. Et je pense que madame... Je pense que notre invité avait compris. La ministre, il y a 5 ans, disait exactement ce que vous dites. Alors, comment avancer? Je crois qu'effectivement, les deux questions se complètent. Les ARS, je dirais, ont la même révolution culturelle à faire, et ont fait la même révolution culturelle que celle que doit faire la direction que je dirige et a commencé à faire. Les ARS, à l'origine, c'était d'abord beaucoup des ARH dans la constitution initiale, et donc très centrés sur l'hôpital. Sur l'hôpital, les ARS ont des compétences directes, régaliennes, complètes. Elles autorisent, elles financent, donc elles ont des pouvoirs de contrôle et je dirais d'orientation qui sont très directs et immédiats. Sur la ville, ça ne fonctionne pas comme ça. Effectivement, sur la ville, on est plus dans de l'indirect. Les ARS n'autorisent pas la création des cabinets de ville, n'autorisent pas l'exercice libéral, c'est un exercice libéral, ne financent pas l'essentiel de l'activité, puisque l'essentiel de l'activité restant financé à l'acte, ça reste effectivement financé par l'assurance maladie. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas des leviers pour travailler sur les soins ambulatoires? Je n'irai pas jusque-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, puisque aujourd'hui, les ARS sont bien orientés dans la logique d'être en accompagnement sur un certain nombre de projets et ont à leur disposition un certain nombre de leviers, notamment aussi financiers à travers un fonds d'investissement d'intervention régionale qui est le FIR, qui inspire quand même pas mal ce qui est en train de se monter au niveau national, à travers le dispositif d'innovation que vous évoquiez, l'article 35, ou le Fonds national qui est en train de se monter. Si on va un peu rapidement, on peut appeler ça un FIR national d'une certaine façon, c'est-à-dire un outil financier qui permet de dépasser les cloisonnements habituels de nos financements, qui sont soit hôpital, soit médico-social, soit ville, pour aller sur quelque chose qui permet effectivement de financer des projets, cette fois-ci de territoire, donc transversaux. Il est de quel niveau à peu près ce FIR? Le FIR, il est en région, il n'est pas énorme, parce que par exemple, je vais prendre la région Pays de la Loire. Pays de la Loire, c'est 170 millions d'euros sur une dépense de santé dans la région de plus de 9 milliards d'euros. Donc grosso modo, c'est 1,5 à 2% des dépenses de santé de la région. Mais c'est pas ça qui est important, c'est l'effet de levier qui permet. C'est l'essentiel de toute façon des financements que des professionnels, qui soient à l'hôpital ou en ville, ils continuent à se faire sur l'assurance maladie. Alors, le principe là, c'est par contre, c'est qu'il est totalement à la main, fongible, donc permettant effectivement de dépasser les frontières habituelles et de pouvoir accompagner du projet. Par contre, sa limite, c'est qu'effectivement, vu son montant financier, c'est un fonds d'amorçage. C'est pas un fonds qui va pouvoir financer de façon pérenne
durable des organisations, dans le sens que Claude Lécher a évoqué. Si on doit financer effectivement des organisations territoriales pérennes, durables, avec des moyens financiers permettant effectivement des fonctions de support, c'est pas le FIR qui va le faire. Le FIR va pouvoir aider les professionnels à construire les CPTS, leur donner les moyens qui vont le permettre de financer, dégager le temps pour monter le projet de santé, pour éventuellement monter le système d'information. Est-ce que, Claude Lécher, vous sentez cette révolution culturelle qui va permettre ce virage ambulatoire? Est-ce que vous sentez que ça bouge? C'est ce que disait un directeur d'ARS, M. Lannelongue du Grand Est, disant maintenant, nous, ARS, on va s'intéresser à la médecine de ville. Est-ce que vous le ressentez? Alors là, je voudrais juste insister sur le fait que ce que vient de décrire Cécile Courrèges, cette révolution, elle n'est pas seulement la révolution des acteurs ambulatoires ou des acteurs hospitaliers, elle est d'abord la révolution de comment on pense les règles, les lois dans ce pays. Et jusqu'à présent, les règles, les lois dans notre pays, qui est un vieux pays, les vieux pays, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont de la stabilité dans le temps, mais ils ont un inconvénient, c'est qu'ils ont de la rigidité. Or, on a construit le système avec d'un côté l'hôpital, son organisation, son financement, et de l'autre côté la médecine de ville, son organisation, son financement. Et le premier problème que nous avons, nous, c'est pas chez moi qui est le problème, c'est plutôt chez Cécile Courrèges et à la CNAM, de savoir comment ces gens-là peuvent penser le système ensemble. Et jusqu'à présent, le système n'a jamais été pensé ensemble. Je vous prends un exemple précis. Les services d'urgence, qu'on devrait débaptiser, qu'on devrait appeler services d'accueil et d'orientation. Ils accueillent 20 millions de patients aujourd'hui. Rendez-vous compte de ce que ça représente. Là-dedans, vous avez quoi? Vous avez 5 à 6% d'urgences graves et environ 20% d'urgences relatives. Et vous avez 80% de gens qui n'ont rien à faire. Alors, soit vous dites aux gens, on leur interdit d'aller aux urgences, ce qui n'est pas pensable, soit vous organisez ces services d'accueil et d'orientation avec une collaboration ville-hôpital. On a commencé à le faire avec les maisons médicales de garde, que nous, MG France, nous avons plutôt installé à la porte de l'hôpital aux urgences. Et c'est cette façon de s'organiser qui demande que derrière, les pouvoirs publics nous suivent. Ce n'est pas nous qui suivons les pouvoirs publics. C'est les pouvoirs publics qui nous suivent. Quand on a fait les maisons de santé, jamais on aurait fait les maisons de santé si on avait dit aux ARS ou à la CNAM, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire en ville? Ils n'auraient jamais pensé ni les maisons médicales de garde, ni les maisons de santé pluriprofessionnelles. Mais Claude Lécher, les maisons de santé, c'est minoritaire en France. Et souvent, c'est le problème des soins non programmés. On a des difficultés à avoir un rendez-vous en médecine générale. Et on a le sondage BVA qui nous le dit, qui dit que 12% des Français, sur 2 ans, ça représente 8 millions de Français quand même, sont ouvrez les guillemets, obligés d'aller à l'hôpital car ils ne sont pas arrivés à avoir un médecin de ville. Absolument. Et d'ailleurs, ça correspond, ces 12% et ces 8 millions, dans le rapport accès aux soins sur les déserts médicaux, il y a à peu près 8 millions de Français qui ont des difficultés. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'avoir un rendez-vous en médecine générale. Attendez, moi, ça fait 35 ans que je suis installé, je le vis ça. C'est-à-dire qu'avant, aucun des enfants que je ne suivais ne mettait les pieds à l'hôpital, jamais. Y compris pas la nuit, parce que je répondais la nuit. Pourquoi vous accueillez plus ces enfants-là? Mais parce que j'ai trop de travail, tout simplement. Le temps de consultation chez moi, il est passé de 18 minutes à 25 minutes. Et vous savez pourquoi? Parce que je soigne des personnes âgées qui en sont à leur 2e, 3e cancer, plus un diabète, plus une hypertension, etc. Comment voulez-vous que je règle tout ça en 18 minutes? C'est pas possible. Donc les consultations s'allongent. Au lieu de prendre 4 personnes par heure, j'en prends 3. Et donc la 4e personne que je devais prendre, je peux pas la prendre. Donc je me suis installé tout seul. On est 6 médecins généralistes. Mais les médecins généralistes, qui sont souvent des femmes, travaillent pas 6 jours par semaine comme moi je l'ai fait quand je me suis installé. Comment vous entendez ça et quelle réponse? Vous avez dit qu'en effet ça s'améliore, etc. Mais on voit pas vraiment l'amélioration. Les directeurs d'ARS disent au niveau des urgences, ça explose. Alors, vous êtes dans une maison de santé, vous êtes seul? Je suis dans une maison de santé, on est 6 médecins, je me suis installé tout seul il y a 35 ans. Ah oui, comment faire? Parce que c'est la situation dans les urgences, il n'y a pas que Patrice Bellow qui le dit, ça explose. Les directeurs d'ARS le disent. Il y a de plus en plus de monde et on ne sait pas comment on va passer l'hiver. J'en profite, Philippe. Oui, j'en profite pour remercier d'ailleurs celles et ceux qui ont fait le sondage BVA et Odile Pexoto qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre, de rejoindre les comptes-points de la santé. Ce sondage vous sera également adressé à tous les participants et vous l'aurez, nous le publierons. Par email, voilà. Voilà, nous le publierons également sur nos télés internet. Alors, comment accélérer le mouvement, Cécile Courrèges? Mais là encore, comme le disait Claude Lécher, le problème des urgences, c'est d'abord le problème aujourd'hui des soins ambulatoires. Effectivement, on va aux urgences. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'a pas, quand on appelle, on essaye d'appeler son médecin, on n'a pas nécessairement toujours un rendez-vous dans les délais qu'on estime adaptés, puisque c'est aussi une question de ressenti, qu'on estime adaptés à la réponse qu'on souhaite avoir. Par ailleurs aussi, il faut être conscient que c'est assez rationnel pour un patient de se dire je vais aux urgences parce que pour différentes raisons et sur lesquelles il faut qu'on travaille aussi par la suite.
faites, c'est parce que vous savez que vous allez avoir un plateau de radiologie, que vous savez que bien, vous aurez aussi la possibilité, que vous aurez une dispense d'avance de frais, que vous aurez un certain nombre de choses. Donc ça aussi, il faut qu'on travaille dessus pour qu'en ville, on ait aussi des réponses qui permettent la prise en charge. C'est des moyens supplémentaires, c'est les forfaits structures. Concrètement, c'est tout le travail qu'on doit faire, qu'on est en train d'engager et sur lequel on travaille effectivement avec les représentants des médecins libéraux au national et en région, autour effectivement d'une consolidation des soins primaires, parce qu'effectivement c'est plus facile objectivement à organiser des soins non programmés, la réponse à des soins non programmés, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, quand vous êtes dans une organisation qui est structurée, organisée avec plusieurs professionnels et qui peuvent donc organiser leur travail en conséquence. Qui une demi-journée va pouvoir plutôt se dégager pour faire des consultations non programmées, que quand vous avez des professionnels qui sont isolés et qui ne peuvent pas avoir cette organisation de travail. Donc c'est un des enjeux, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup avec Claude Léchère et avec d'autres représentants des professionnels libéraux sur ce volet-là. Si on n'engage pas plus volontairement, si on s'engage pas plus volontairement sur le soutien et sur la traduction de projets sur les territoires qui sont plus d'exercices coordonnés, regroupés au travers des différents outils qui sont déjà sur la table mais qui émergent les uns les autres plus ou moins facilement, on va avoir du mal à répondre à ces éléments-là. Dans l'exercice individuel isolé, ces réponses-là vont avoir du mal à avoir nécessairement leur traduction. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le sujet des urgences, effectivement, n'est pas nécessairement la nuit. C'est dans la journée. On est vraiment sur un problème de continuité des soins. Dans ces négociations, Cécile Courrèges, qui a la main, vous ou la CNAM? Alors vous voyez toutes les semaines, paraît-il, avec la ministre, c'est vrai? C'est vrai. Donc il y a une coordination maintenant. C'est vrai. Avec la ministre, c'est normal que Madame Courrèges... Non, mais avec l'assurance maladie. Non, mais c'est important. Avec l'assurance maladie, vous et la ministre, vous voyez toutes les semaines, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Et c'est nouveau? C'est vrai, et c'est nouveau. Tous les lundis matins, à quelle heure? À 8h30, si vous voulez savoir. Mais vous n'êtes pas invité, je vous le précise tout de suite. Avec M. Revel. Avec effectivement Pascal a compris. Et ça, avec l'assurance maladie. Donc tous les lundis matins à 8h30, dans le bureau de la ministre, vous avez tous les directeurs d'administration centrale du ministère. Donc aussi la direction de la cohésion sociale qui s'occupe du médico-social, parce que c'est un sujet aussi important d'articulation. Vous avez le directeur de la CNAM, directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, qui est présent, et donc effectivement avec autour de la ministre. Donc ça, c'est un élément important, et pour y participer, extrêmement important de pouvoir participer en plus de façon extrêmement libre sur tous les sujets importants, stratégiques qu'on peut avoir ensemble. Et l'autre volet, effectivement, c'est que on travaille avec Nicolas de Revel, et je crois que Claude Léchère peut là aussi en témoigner, puisqu'on a fait une belle traduction au dernier congrès de colloque de MG France, où on est intervenu séparément, et je crois qu'on a eu à peu près les mêmes propos à intervalles séparés. On a le souci avec Nicolas Revel de travailler de façon extrêmement étroite. Vous êtes candidate à la présidence de MG France, Madame Courrèges? Pas du tout. J'ai pas compris. Pas du tout. Nous sommes intervenus. Ou alors c'est plutôt Claude Léchère qui veut être... Claude Léchère a eu l'amitié de nous inviter tous les deux à son dernier colloque. Nous sommes intervenus. Mais pas ensemble. Et pour autant, nous avons eu les mêmes types de propos à un moment donné. En tous les cas, ça m'a été rapporté ainsi. Je crois que ça a été tweeté par certains ici autour de la table ainsi. Exactement, oui. Sur le fait qu'effectivement, tous les deux, on est convaincus qu'aujourd'hui, si on veut changer de dimension, il faut qu'on travaille ensemble, CNAM et ministère, et notamment qu'on mette ensemble, de façon complémentaire, nos outils. Donc, moi, j'ai des outils plus régaliens. Lui, il a les outils conventionnels. Oui. Il faut qu'on les fasse travailler ensemble. Et je vais vous donner un exemple concret de la façon dont il faut qu'on travaille ensemble. Claude Léchère parle beaucoup des communautés professionnelles territoriales de santé. C'est pour nous un objet qui a du sens et qui est porteur d'un vrai potentiel. Qui était dans la loi Touraine. Qui était effectivement dans la loi de modernisation du système de santé. Là, à court terme, ce n'est pas un sujet immédiat en termes d'accompagnement financier, ça peut être fait accompagné par le FIR à court terme. Comme je disais, c'est un fonds d'amorçage, donc il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Mais on voit très bien que si on veut être sur une dimension assez importante, le FIR, il va atteindre vite ses limites. Et donc, si on veut pouvoir très vite changer de dimension, il va falloir que ça passe dans le champ conventionnel. Et donc, il faut qu'on travaille dès le départ sur un modèle autour des comités professionnels du territoire de santé, qu'on le travaille ensemble, qui nous permette d'anticiper ce passage dans la vie conventionnelle. Et qu'on ne se refasse pas la même chose
qu'on a fait sur les maisons de santé pluriprofessionnelles, où effectivement, des professionnels ont commencé à penser ces projets-là, ont réussi à convaincre en région un certain nombre d'acteurs, et on a pu utiliser les fonds d'amorçage qui existaient en région. Et il a fallu prouver que ça marche d'une certaine façon pour commencer à être sur des financements plus pérennes, les ENMR d'abord, les nouveaux modèles de rémunération, et puis surtout le champ conventionnel. On a pris 5 ans pour passer dans le champ conventionnel. Là, un des enjeux, c'est de prendre moins de temps pour passer sur ce petite critique sur le fonctionnement quand même feutré, sur le fonctionnement des maisons de santé pluriprofessionnelles, madame pas du tout. Non, pas du tout. Pour moi, encore une fois, les objets ne s'opposent pas. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que justement, on a aujourd'hui une palette d'outils différents qui correspondent à des degrés de maturité différents ou des volontés plus ou moins affirmées ou ambitieuses des professionnels autour des objets sur lesquels ils veulent se regrouper. Équipe de soins primaires, maison de santé pluriprofessionnelle, CPTS. Est-ce que tout ça risque pas de se fracasser, et vous allez répondre, Claude Lécher, sur le fait qu'on aura de moins en moins de médecins généralistes dans les 10 ans à venir? On sait que ça continue, Il y a 10 ans, on a remonté un peu le numéro clausus, pas énormément, on est à 8000 à peu près. Est-ce qu'on va manquer de médecins réellement? Est-ce que c'est pas le sujet le plus important? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter le numéro clausus? Juste une remarque. Le président a dit oui, vous dites? Alors, juste une remarque. C'est pas qu'on manque de médecins généralistes. On a assez de médecins généralistes si on compare aux autres pays. Le problème n'est pas le nombre de médecins généralistes. Le problème, c'est le temps médical disponible de chacun de ces médecins généralistes. Et que ces médecins généralistes sont mal répartis. C'est pas une question non plus de répartition. Ils sont mal répartis d'abord dans Paris. Si vous voulez qu'on fasse de l'obligation d'installation, on va commencer par Paris. Une fois que vous aurez dit ça aux maires de France, en Ariège ou en Corrèze, ils vont vous regarder avec des yeux comme ça. Donc le problème n'est pas le nombre, n'est pas seulement le nombre. Bien sûr qu'il en faut. Le problème, c'est on les occupe à faire quoi? Et on rend quoi comme disponibilité à la population? Pourquoi les maires vous regarderaient avec des grands yeux? Mais parce que si vous leur dites, qui demandent. Mais si vous leur dites que le premier lieu d'obligation d'installation, si jamais on passe à ce genre de solution, c'est Paris et c'est l'Île-de-France. Parce que moi je suis les statistiques chaque année de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est moi qui ai alerté le ministère en disant vous êtes au courant que c'est plus la Picardie qui est la zone la plus désertique, c'est l'Île-de-France. Ce que dit Valérie Pécresse. Valérie Pécresse a raison. Sauf que nous, ça fait 10 ans qu'on le dit. D'accord? Et ça fait 5 ans qu'on a constaté cette bascule. Donc aujourd'hui, c'est à quoi vous occupez les médecins. Et nous faisons des propositions à Cécile Courrèges, à la CNAM, de telle sorte qu'on, par exemple, on puisse développer le travail collaboratif entre les infirmières de pratique avancée et les médecins généralistes. Ça s'appelle Azalée. Azalée, ça a été créé en 2003. Vous savez combien il y a d'infirmières Azalée en France aujourd'hui? On va arriver à 400 à la fin de l'année, alors qu'on devrait être à 4000. Alors que ça a été évalué, surévalué, réévalué, etc. C'est ce que va faire le ministère, c'est dans le plan d'accès aux soins. Et juste une petite analyse politique par rapport à ce que vient de dire Cécile Courrèges. Moi, je regarde tout ça en me disant, ça y est, enfin, le ministère et la CNAM travaillent ensemble. Enfin, l'Élysée et Matignon, on arrête d'aller à Matignon parce qu'on n'a pas obtenu satisfaction à l'Élysée. Bref, le monde politique commence à comprendre qu'il faut qu'il ait une vision d'ensemble du système de santé et que tout le monde, au ministère et à la CNAM, se mette à travailler de façon coordonnée. Le problème de la coordination des professionnels de santé, certes, c'est un sujet que nous avons lancé et qui est parfaitement bien développé. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui de voir qu'il y a une coordination, enfin, je dirais, mais qui est dite, qui est revendiquée, qui est assumée de l'ensemble des directions du ministère de la Santé et de la ministre de la Santé, avec l'ensemble des autres acteurs, notamment évidemment l'assurance maladie. Mais je signale qu'il y en a d'autres des acteurs. Hein. Absolument. Alors, numéro clausus, vous n'êtes pas pour l'augmenter. Ça ne sert à rien. La filière de formation est hyper saturée. On ne peut pas. Attends, Cécile Courrèges. Donc, est-ce que vous voulez augmenter? Est-ce que vous êtes favorable à une augmentation du numéro clausus? La ministre ne l'a pas dit, le président l'a promis. J'en profite simplement pour demander quand même à Claude Lécher, vous n'êtes pas insatisfait de voir qu'à l'ECN, tant qu'il existe, les médecins généralistes sont toujours la médecine générale est toujours choisie à la fin. Mais c'est normal, c'est le métier le plus difficile, c'est le métier scientifiquement le plus difficile. Oui, le plus beau. Parce que je veux dire, moi, la responsabilité que vous prenez quand un gamin a mal au ventre, il faut décider s'il rentre chez lui ou s'il va voir le chirurgien. C'est le métier le plus difficile. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire la continuité des soins, mais on nous dit aussi qu'il faut faire les pathologies chroniques, on nous dit aussi qu'il faut faire du dépistage, de la prévention, de l'éducation à la santé. Il faut qu'on fasse tout et en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, les consultations, c'est les plus longues d'Europe, 18 à 20 minutes. Donc c'est le métier le plus difficile. À l'heure de travail, c'est le métier le moins bien rémunéré. Et c'est le métier dans lequel vous ne pouvez pas augmenter vos honoraires pour payer des secrétaires, des assistants de cabinet. Donc c'est un métier difficile, contraint, en secteur 1, et dans lequel on a beaucoup de difficultés à faire comprendre au pouvoir public qu'il faut développer des fonctions support pour libérer du temps médical, moyennant quoi le problème d'accès aux soins est réglé. Enfin, je comprends qu'il y a quelques frustrations quand même. Je reviens à ma première question. Il est obsédé par la frustration. Est-ce que
Claude Lachier a l'air frustré. Pas du tout. Alors, sur le numerus clausus, et puis un petit peu de télémédecine après quand même. Numerus clausus, alors, la ministre n'en a pas parlé dans ses différentes prises de position. Le président de la République avait dit qu'il souhaitait une augmentation. Et on en est où? Et la télémédecine est-elle la panacée? On va y revenir après. Allez-y. Ouais. Une question à la fois, Pascal. Je vais pas, c'est pas à moi de vous répondre sur cette question-là. La seule chose que je vais vous signaler juste, c'est que le numerus clausus, entre le moment où vous décidez de l'augmenter et le moment où ça a un effet, c'est 10 ans. Donc là, le problème démographique qu'on a aujourd'hui... On disait ça il y a 10 ans déjà. Oui, ben, sauf que ça va commencer aussi à... C'est ce qui va commencer au bout de progressivement à produire quand même un certain nombre d'effets, parce que progressivement, on a quand même augmenté le numerus clausus. Et on a essayé de structurer et de porter aussi la filière médecine générale universitaire. Donc il y a des progrès qui sont largement en train d'être faits. Mais par rapport au sujet immédiat qu'on a, on a un sujet démographique des 10 prochaines années. Et donc c'est pas l'augmentation aujourd'hui du numerus clausus qui va répondre aux problèmes de démographie médicale des 10 prochaines années. Et donc là, effectivement, ce qu'il faut pouvoir travailler, c'est à la fois sur une meilleure organisation, structuration des professionnels en soins ambulatoires sur les territoires pour qu'effectivement on puisse répondre par une meilleure organisation, une meilleure coordination sur un certain nombre de sujets, et aussi travailler sur le temps médical, le temps soignant disponible dans son ensemble. Vous trouvez bien. On se retrouve bien. Moi, j'ai une responsabilité, par exemple, sur les pratiques avancées. Nous, un de nos enjeux prioritaires, c'est effectivement de pouvoir enfin concrétiser cette notion de professionnels de santé en soins en pratique avancée, et en premier lieu les infirmiers en pratique avancée, et qu'il y ait des formations universitaires qui soient reconnues et qu'elles aient une place demain dans le système de santé, que ce soit en libéral ou à l'hôpital, puisque ça répond à ces deux besoins. Donc, on doit travailler effectivement sur ces sujets-là, parce que de toute façon, le nombre des professionnels des 10 prochaines années, il est déjà donné. On le sait, puisqu'il est issu du numerus clausus qui a été fixé les années précédentes. On ne sait pas très bien si les médecins généralistes vont exercer, ceux qui sont formés. Il y a une déperdition, ce que disait l'Ordre des médecins récemment, il y a une déperdition entre le diplôme et l'installation. Il y en a un sur deux qui disparaît. Pour le moment, ils vont peut-être réapparaître. Non, tout de suite après le diplôme, ils se perdent un peu, ils ne savent pas pourquoi. La télémédecine. Alors, est-ce que la télémédecine, comme disait Pascal, est-ce que c'est la panacée? Est-ce que ce qui est dans l'article 36 du PLFSS, c'est-à-dire que on n'aura plus besoin de compliquer les choses, ça va rentrer dans le droit commun, est-ce que vraiment ça va permettre d'avancer? Télémédecine nouveau montera, et on demandera à ce moment-là de notre conversation. Et est-ce que ça se limite à la télésurveillance et la téléexpertise? Est-ce qu'on abandonne les deux autres missions de la télémédecine? Et Renaud va nous dire dans quelques instants quelles sont les questions. Pascal, téléconsultation, téléexpertise, on a oublié deux autres pans de la télémédecine. On vous écoute, est-ce que ça va pouvoir résoudre les problèmes? Alors, c'est pas la panacée, il n'y a rien qui est la panacée, la solution unique, encore une fois. Si avec une solution et une solution miracle, on serait tous dessus, on ne ferait que ça. Par contre, ça fait partie du panel des solutions, oui, parce que effectivement la télémédecine, l'intérêt, c'est qu'elle permet de se séparer du problème de la distance et de la présence physique. Or, on sait notamment, sur tout ce qui est les avis spécialisés, que ça va être un sujet, parce qu'on parle beaucoup effectivement du médecin généraliste, mais on a aussi un problème d'accès aux médecins spécialistes. Et on sait aussi que c'est des sujets sur lesquels, dans certaines situations, vous pouvez avoir besoin d'un avis dans des délais quand même assez courts d'un spécialiste pour confirmer notamment un diagnostic et dans des délais qui soient assez raisonnables pour que le patient ne soit pas laissé dans l'incertitude assez longtemps, notamment sur des diagnostics qui peuvent être assez lourds. Et là aussi, on sait, que de la même façon que l'objectif d'un médecin généraliste par commune ne peut pas être l'objectif, c'est encore moins le cas pour les médecins spécialistes. Donc une fois qu'on a fait ce constat-là, un des moyens d'y répondre, effectivement, que nous ouvrent les nouvelles technologies, c'est la télémédecine. Ça ne résout pas tout, mais ça peut aider à construire un certain nombre de solutions. Je vais vous donner un exemple très précis par exemple, de ce que peut permettre la télémédecine, parce que je l'ai vu directement. L'Île-Dieu. L'Île-Dieu, vous n'avez pas de pont. Donc c'est le bateau. Vous avez des personnes qui sont insuffisantes rénales chroniques sur l'Île-Dieu. Elles ont besoin d'être dialysées. Jusqu'à récemment,
quand vous étiez un Ilien et que vous deviez être dialysé, vous deviez retourner sur le continent. Donc régulièrement, rajoutant avec la fatigue de ce qu'on sait de la dialyse et autres, vous deviez prendre le bateau, reprendre le bateau, etc. Et bien maintenant, vous pouvez être dialysé sur l'île-dieu. Et ça, c'est grâce à la télémédecine, puisqu'effectivement, ça permet effectivement d'avoir le lien et la supervision par un néphrologue à distance. Et donc ça va avancer très vite. Dès la fin de l'année, il va y avoir des négociations conventionnelles. C'est ça ce que Nicolas Revel vous a promis? Alors d'abord, je vous Pour que ça rentre dans le droit commun, comme on dit. On a déjà un premier avenant qui va s'appliquer, qui comprend 2 actes de télémédecine. C'est un début, il faut toujours commencer par quelque chose. Deuxièmement, le milieu médiatique et même le milieu politique et même le milieu professionnel aiment bien les mots magiques et les solutions magiques. Alors le mot magique des années 80-90, c'était les réseaux. Voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de réseaux et pas beaucoup de patients dedans, donc on a dit c'est peut-être pas quand même la solution magique. Aujourd'hui, le mot magique, c'est la télémédecine. Alors la télémédecine va améliorer l'offre, comme vient de le décrire Cécile Courrèges, et pas que sur des segments, pas que sur sur des segments précis. Mais est-ce que la télémédecine va régler le problème des déserts médicaux? La réponse est non. Est-ce que la télémédecine va régler tous les problèmes dans toutes les communes de France? La réponse est non aussi. Et donc là, on est plutôt sur une meilleure organisation, des agendas partagés entre médecins pour accueillir des demandes de soins non programmés. Ça va nécessiter du temps, de l'organisation. Et puis, il faut que ce soit un service rémunéré. Et donc, le 1er janvier, de nouveau, modification de la nomenclature avec la convention qui va permettre de mieux faire cela, puisqu'une consultation non programmée sera mieux payée et aux médecins correspondants et aux médecins généralistes lorsqu'il prendra en charge un patient par un système régulé. Donc, on a beaucoup de choses qui sont des choses issues de la numérisation de la santé. Un agenda partagé entre médecins sur un secteur, c'est quelque chose de facile à organiser aujourd'hui. Encore faut-il quelques moyens pour le faire. Donc, pour la télémédecine, nous, on a besoin d'avoir des télé-expertises à partir du médecin traitant, parce qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions d'hospitalisation ou de non-hospitalisation. Donc, la télémédecine, dans cette affaire-là, peut améliorer les choses. Mais tel que c'était conçu, vous aviez une rémunération prévue pour celui qui recevait la demande d'expertise et pas pour celui qui la demandait. Or, vous allez voir qu'on va prendre plus de temps en télémédecine pour organiser la téléconsultation entre le médecin traitant, le médecin expert et le patient qu'une consultation normale où je fais une lettre et où je dis au patient, vous prenez rendez-vous et puis débrouillez-vous. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer que la télémédecine va n'apporter que de l'amélioration. Ça va aussi nous compliquer la vie et parfois même nous faire perdre du temps. Mais au bénéfice du patient qui n'aura pas besoin de se déplacer lorsque la téléconsultation... La télémédecine, à votre avis, l'expert, il se situe où en principe? À l'hôpital ou en ville? Mais d'abord en ville. Parce que nous, les expertises que nous demandons, elles sont à 80% en ville. Parce que si on demandait que des expertises à l'hôpital, on n'y arriverait pas. L'hôpital ne pourrait pas répondre. L'expert, il est en ville à l'hôpital. Et le demandeur, est-ce que le demandeur peut être avec une infirmière, le patient peut être avec une infirmière dans une mairie, comme le propose Jean-Pierre Dehors? Alors, je veux dire, ça, dans ça, une ça pharmacie, me fait sourire. Ou dans une pharmacie. Mais parce que ça ne vous fait pas sourire pendant si, une ça pharmacie. ne me fait pas sourire. Dans une mairie. Ça me fait rire. D'abord, les pharmaciens, nous travaillons de façon quasiment quotidienne avec les pharmaciens. Lorsqu'un pharmacien accueille quelqu'un qui s'est cassé la figure et que le pharmacien le soigne, d'abord, je vous fais remarquer, le pharmacien n'est pas payé, ce que je ne trouve pas normal. Et deuxièmement, quand le pharmacien constate qu'il y a une plaie à suturer, il se trompe très rarement. Et donc, il nous dit, est-ce que je peux t'envoyer monsieur ou madame Intel qui vient de se casser la figure et qui a besoin manifestement probablement d'une suture. Donc, ce travail que nous faisons déjà ensemble, faut-il en faire de la télémédecine? Moi, je veux bien, mais je trouverais à ce moment-là normal que le pharmacien soit rémunéré et qu'évidemment, le médecin, il est rémunéré pour faire la suture. Donc, quand on fait de la télémédecine, il faudra penser au fait qu'une bonne télé-expertise, elle est préparée. Parce que si vous demandez n'importe quoi à nos consultants, au bout de quelques essais, ils vont dire, écoutez, il faut arrêter de me déranger pour des sujets qui ne méritent pas que je sois dérangé. Donc nous, préparer les patients qui doivent être référés en téléexpertise physique ou par télémédecine, c'est un vrai travail. Donc de votre point de vue, c'est que le médecin généraliste ou le pharmacien? Ça ne peut pas se passer dans les mairies avec une infirmière? Mais là, il s'agit de téléconsultation, c'est déjà prévu dans la Convention, ça commence au 1er janvier, ça sera dans des EHPAD, avec du personnel formé, de la visioconférence. J'aimerais bien savoir d'ailleurs comment les visioconférences seront sécurisées, parce que pour l'instant, ça va faire de la visioconférence avec mon portable. Si c'est ça, la sécurisation des données, moi je veux bien, mais on va travailler comme ça. On va partir pour un tour. Si on sécurise, ça va prendre du temps. Ah bah moi je veux bien, mais à ce moment-là, il faut arrêter de nous parler de sécurisation des échanges. Il faudra avoir l'avis de Mme Courrèges là-dessus, mais on va se tourner vers notre ami Renaud Degas. Degas. Renaud, des questions et on va lui des poser participants. Et il va peut-être parler aussi de télésurveillance. Allez, vas-y. Oui, c'est bon pour le micro?
Parle fort. Il y a 3 types de questions qui sont apparues parmi les tweets et aussi des tweets papier. C'est toujours possible. Ici, on est moderne. Voilà, on reste moderne, donc on utilise aussi le papier. Et en gros, quelques questions autour du rôle des pouvoirs publics et de la cohérence des politiques. Des questions autour de la télémédecine, on vient de l'évoquer, et des questions sur les centres de santé, maisons de santé, etc. Sur le rôle des pouvoirs publics, il y a une des questions qui conforme, quand on parle de transformation, est-ce que c'est possible sans avoir des objectifs quantifiés, chiffrés, et est-ce que c'est aussi possible de parler de transformation sans avoir des objectifs de temps, des contraintes de temps de la transformation, pour la transformation sur l'ambulatoire. Et la deuxième question, c'est les paradoxes qui semblent apparaître au fil des prises de parole, quand d'un côté on a la Cour des comptes qui demande la suppression de 10 000 officines, et de l'autre qu'on cherche à renforcer la présence sur les territoires. Donc comment réagissent ceux qui sont en charge de l'offre sur le territoire lorsqu'il y a des prises de position comme ça de la Cour des comptes? Alors soit je m'arrête là et je reprends les 2 autres questions après. Vas-y, tout d'un coup. Ok. Sur la télémédecine, une question générale sur la tarification des actes de télémédecine. Vous avez commencé à y répondre, mais on sait très bien qu'il y a un certain nombre de catégories d'actes. Et à propos du financement de la télésurveillance, il y a une question assez précise sur le fait que depuis 18 mois, il y a eu la publication des cahiers des charges sur la télésurveillance, et donc où en est-on, comment avance-t-on? Et une autre qui précise aussi, mais je pense que c'est concrètement le virage ambulatoire, c'est des choses très précises, sur l'échéance sur le circuit de facturation qui pourrait être mis en place sur la base du programme ETAP. Alors c'est expérimentation de télémédecine pour l'amélioration du parcours de santé. En effet, c'est précis. Circuit de facturation, c'est très précis. C'est précis, d'un autre côté, c'est ça qui fait avancer. Ensuite, sur les MSP et centres de santé, une question générale sur... on parle beaucoup de MSP, on parle de centres de santé avec de l'offre avec des salariés. Est-ce qu'il y a d'autres types de regroupements possibles qui seraient pertinents? Et il y a une question qui répondait à cette question en disant pourquoi ne pas valoriser tout ce qui est maison médicale virtuelle avec des réseaux locaux de cabinets médicaux et paramédicaux. Les pôles de santé, quoi. D'accord. Alors, ça s'appelle des CPTS, c'est une partie de la réponse. D'accord. Alors, Cécile Courrèges, première question sur les engagements que vous devrez prendre pour réellement avancer. Est-ce que vous avez des contraintes, des engagements de temps? C'est ça la première question. Des engagements de temps et des objectifs chiffrés, si j'ai bien compris. Exactement. Engagement de temps, de toute façon, là, on est sur un mandat. Donc, on est sur un programme à 5 ans aujourd'hui sur différents sujets, puisqu'on est sur des sujets, on le sait bien, qui ne sont pas des sujets qui se résolvent en quelques semaines ou en quelques mois, mais sur lesquels les impulsions doivent être données dès maintenant si on veut avoir effectivement des résultats à 5 ans. Le système de santé, il prend un certain temps pour évoluer, on le sait tous. C'est d'ailleurs là, par contre, un des sujets de frustration qu'on peut avoir, puisque c'était un terme du début qui était utilisé. C'est vrai qu'on peut être amené à prendre des décisions et un certain nombre d'orientations et qu'on en voit le résultat qu'effectivement à moyen ou long terme. Mais maintenant, notre responsabilité quand on est effectivement dans les pouvoirs publics, c'est de prendre ces décisions-là, même avec les difficultés que ça peut représenter par moment, pour qu'effectivement on ait ces résultats à 5 ans. Moi, je ne crois pas trop au système de pilotage sur uniquement des objectifs chiffrés, etc. C'est un peu ce qu'on a fait précédemment, où c'était XCESP, donc contrat d'engagement de service public, XPTMG, donc contrat de praticien territoriaux médecine générale, XMSP, X trucs, etc. Ok, on peut faire ça. La seule chose, ça veut dire qu'on reste dans une logique, on continue à fonctionner par dispositif. Et la seule chose qui compte, c'est d'avoir un résultat sur ce dispositif-là. Or, je crois que ce qu'on essaie d'expliquer depuis le début, c'est qu'il faut qu'on dépasse ces logiques par dispositif, par système qui se mettent côte à côte. Et ce qui compte à la fin, c'est qu'on a sur chaque territoire, on puisse avoir des projets qui soient portés par des professionnels, qui soient des projets qui sont différents, qui répondent à des dynamiques différentes et qu'on puisse, ces projets-là, les accompagner, qu'ils mobilisent tel ou tel outil ou tel dispositif. Et à la fin, si j'ai pas mes XCESP ou mes XPTMG ou mes X, est-ce que c'est grave ? Ce qui sera au final notre témoin, c'est est-ce que par contre sur les différentes sur chaque territoire, on a eu des projets ou pas qui ont pu être soutenus. Mais Cécile Courrèges, sur cette question des territoires, maintenant, comme on ne veut rien imposer aux professionnels de santé, sinon ils se rebellent, on dit allez-y, faites des initiatives, prenez la main, on vous aidera. Les professionnels de santé, on l'a vu, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas formés pour ça, et puis ils ont l'ARS en haut qui la regarde d'un drôle d'œil. Alors comment changer là aussi, faire cette révolution culturelle, vous souriez, ARS non mais c'est
c'est ça quand même, parce que attendez, vu le nombre de réunions que l'ARS, qui regarde de là-haut, fait le soir avec les professionnels de santé sur les territoires et sur leur territoire pour essayer de parler de leurs projets ou essayer de les mobiliser sur effectivement des territoires où l'impulsion est moins directe, immédiate des professionnels et les réunir pour essayer effectivement de les faire porter un projet ou de les faire bouger. J'avoue que j'ai un petit peu de mal avec cette notion d'une ARS qui regarde pas que dans les pays de la Loire. Oui, puis je voudrais rajouter une chose, c'est que quand on parle des contraintes aux professionnels, moi je vais vous dire, aujourd'hui c'est l'inverse. Les professionnels, petit à petit, ont fait comprendre leurs contraintes aux directions, notamment aux ARS, et c'était une véritable révolution intérieure quand les ARS ont fini par comprendre que si elles voulaient avoir des médecins ou d'autres professionnels dans les réunions, il fallait qu'elles fassent des réunions le soir, parce que nous, on doit être présent dans nos cabinets. Et donc les ARS ont fini par comprendre que c'est une véritable révolution que nous avons imposée, notamment aux ARS. Donc c'est une révolution en marche. Mais nous avons fait comprendre que nous, dans nos cabinets, quand on n'est pas là, il ne se passe rien. Personne ne soigne quelqu'un si je ne suis pas là, sauf si je suis associé avec d'autres qui veulent bien faire mon boulot. Et donc nous imposons, nous, des révolutions culturelles au pouvoir public. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tout ce dont nous parlons aujourd'hui est issu des professionnels de santé. Dans la loi de modernisation de Marisol Touraine, il y avait un service public territorial de santé dont on a dit mais c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Et donc la loi a été changée. Ça a été dur, mais elle a été changée. Ça a été dur, mais quand même, si c'est pas dur, je veux dire, nous on est contents aussi, et la frustration n'est pas toujours présente. On me rend grâce quand même. Hein. La frustration n'est pas toujours présente parce que les pouvoirs publics ont fini par apprendre à écouter le terrain. Vous voyez des différences entre, non pas télémédecine encore, vous voyez des différences entre Madame Buzyn et Madame Touraine? J'ai pas l'impression. Il y a une différence que je ne vois pas, c'est que ce sont toutes les deux des femmes. Non, mais au-delà de la plaisanterie. Deuxièmement, ce sont toutes les deux des femmes politiques et j'ai beaucoup de respect et pour l'une et pour l'autre. Et vous avez probablement vu que moi, j'ai pas fait de Touraine bashing. Et donc, de mon côté, il n'y aura pas de Buzyn bashing non plus. Comment dirais-je, je trouve que ma profession n'a pas toujours été à l'honneur dans la façon dont elle a traité Marisol Touraine. Voilà, et sur les injonctions. Et aujourd'hui, l'actualité nous montre que parfois, le respect des femmes, ça fait partie aussi, pas seulement des comportements individuels, mais aussi des comportements collectifs. Bravo. Pascal, et sur les injonctions paradoxales de l'État. Télémédecine. Et les injonctions paradoxales de l'État sur les officines. Pascal, il y a deux questions encore. Télémédecine, circuit de facturation. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Télésurveillance. Je ne vais pas répondre sur les circuits de facturation comme ça spontanément. La seule chose que je peux dire, c'est que ça y est, on a les actes qui ont été cotés du côté de l'assurance maladie. Donc ça permet effectivement d'ouvrir ce sujet-là qui était bloqué jusqu'à effectivement présent. Donc le sujet avance, c'est tout ce que je peux dire. Par contre, sur la télésurveillance, puisque le sujet est revenu, oui, effectivement, on a fait un choix, parce que vous êtes repassé dessus assez rapidement, de ne pas mettre la télésurveillance dans le champ de l'article 36, contrairement à la téléconsultation et à la téléexpertise. Tout simplement parce que c'est un peu plus compliqué la télésurveillance que la téléconsultation ou la téléexpertise, parce que vous avez trois acteurs autour de la table, puisqu'il y a aussi effectivement l'industriel. Donc on est sur des systèmes qui sont quand même un peu plus complexes par ce système de trois acteurs, que vous ne pouvez passer en modèle conventionnel que quand vous avez une vision assez claire du modèle cible, du modèle d'arrivée, et que objectivement on l'a pas vraiment complètement aujourd'hui sur la télésurveillance, d'où la nécessité de continuer à travailler dans ce cadre expérimental, mais qui avance, qui a déjà des traductions. J'ai signé encore il y a 2 jours un nouveau cahier des charges sur l'arythmie, donc il y a des choses qui sont en train d'avancer et de bouger. Donc ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, la télésurveillance n'avance pas. Mais pour autant, il n'y avait pas le degré de maturité, c'est plus compliqué. Là, il y a frustration des industriels, mais aussi des patients sur ces juste un petit mot sur la télésurveillance, parce qu'il y a la télésurveillance industrielle dont on vient de parler, les arythmies, les pacemakers, etc. Il y a aussi la télésurveillance de proximité que nous avons déjà testée, notamment dans le système Azalée, avec le projet Vigilance 2, dans lequel on pourra probablement développer de la télésurveillance de proximité avec un coût de fonctionnement bien inférieur à ce qui est présenté aujourd'hui dans des systèmes plus compliqués. Et nous souhaitons, là aussi, dégager du temps médical en pouvant mettre en place, avec les infirmières de pratique avancée, une télésurveillance de proximité, mise en place de l'insuline, surveillance de l'insuffisance cardiaque et beaucoup d'autres projets que nous avons déjà démarrés. Alors, troisième question de l'assistance. C'était les injonctions paradoxales, notamment sur les officines, Cour des comptes, etc., qui dit qu'il faut 10 000 officines de moins. Et puis d'ailleurs, rajoutons quand même que vous devez faire, Madame Courrèges, que vous devez faire 10 milliards, peut-être pas toute seule, mais 10 milliards d'économies. Oui, enfin. Alors, attends, Pascal, troisième question sur les pôles de santé virtuels. C'est les communautés territoriales de santé. Est-ce que ça avance?
ces maisons de santé virtuelles, la question qui a été posée par Renaud Degas, est-ce que sur les communautés professionnelles territoriales de santé, est-ce que ça avance réellement? Quel est votre point de vue? C'est cette méthode en relation, coordination des soins, travail d'équipe. Je rappelle que ça, contrairement aux maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est une logique qui date que depuis la loi de modernisation du système de santé. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y en a un certain nombre déjà qui existent, mais je vais être très honnête, pas suffisamment par rapport à justement le besoin auquel ça peut répondre. C'est un objet, je crois, qu'on partage, auquel on croit beaucoup. On pense que c'est un vrai, enfin, on est plusieurs à penser que c'est un vrai potentiel parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Je rappelle que les comités professionnels territoriaux de santé, d'abord, elles ne concernent pas que les professionnels libéraux. Le but, c'est plutôt une responsabilité populationnelle sur un territoire qui puisse mettre en relation et en communauté de travail à la fois des libéraux, à la fois des acteurs hospitaliers, par exemple l'hôpital de l'ex-hôpital local qui est sur place et qui peut participer directement à la prise en charge de soins de proximité en lien avec les professionnels libéraux du territoire, les établissements médico-sociaux aussi. Donc on est vraiment dans cet esprit-là, à géométrie variable et sans démarche obligée, puisque justement on a voulu un système souple, donc pas de personnalité juridique obligatoire ou sur un format prédéfini. On s'est battu collectivement un certain nombre pour qu'il n'y ait pas un décret d'application sur les communautés professionnelles territoriales de santé, justement pour ne pas formater le modèle. Est-ce que si c'est pas formaté, ça avance plus lentement? Alors, non seulement ça avance, mais ça avance, je dirais, proportionnellement plus vite que ce qui s'est passé pour les maisons de santé. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 1000 maisons de santé, non seulement la moitié sont dans les nouveaux modes de rémunération, alors que la loi date de janvier, elle est publiée en janvier 2016. On est aujourd'hui en octobre 2017 et on est déjà à plusieurs dizaines, peut-être même on a dépassé les 100 ou 150 CPTS. Ça veut donc dire que sur les territoires, il y avait des gens qui étaient frustrés de ne pas pouvoir faire de maison de santé parce que ce n'était pas leur envie de créer une maison de santé et qui pour autant sont quand même d'accord sur le fait qu'on peut travailler ensemble. Et nous avons par exemple... Alors, initialement, nous avions presque 3000 secteurs de garde. Aujourd'hui, on est à 1500 secteurs de garde. C'est-à-dire que vous avez 1500 secteurs dans le pays où les médecins généralistes se connaissent et où spontanément, ils peuvent se mettre à travailler ensemble. Et comme le dit Cécile Courrèges, il y a les soins primaires, donc c'est-à-dire des médecins généralistes, mais aussi tous les autres acteurs des soins primaires, infirmières, pharmaciens, orthophonistes, sages-femmes, etc. Mais vous avez les soins secondaires. Et moi, j'ai besoin de savoir comment j'adresse un patient qui a une douleur thoracique pour savoir si on lui fait une coronarographie ou pas. J'ai besoin de savoir comment la cardiologie travaille en ville et avec l'hôpital. Il y en a qui font de la rythmologie en ville, il y en a qui n'en font pas. Donc territoire par territoire, de nous organiser. Et avec les pharmaciens notamment, la distribution des produits de santé, c'est un sujet essentiel pour nous, de permettre à la population d'avoir accès à l'ensemble des techniques et une fois qu'on a créé des CPTS qui sont l'organisation de l'ambulatoire, se mettre à travailler avec l'hôpital, le médico-social. N'oubliez pas la santé scolaire, la PMI, la santé au travail. Alors justement, Claude Léchère, sur cette coordination des soins, ce travail en équipe, le sondage BVA qui a été réalisé pour les contrepoints de la santé montre que 2/3 des Français souhaitent pouvoir disposer de services pour mieux coordonner les professionnels, les prises de rendez-vous, aussi pour mieux gérer sa maladie et organiser l'éducation thérapeutique. Alors comment vous réagissez à ça? Et qui doit organiser ça? Ils sont même prêts à mettre un petit peu de sous, on leur a posé la question. Pas beaucoup. Hein, mais est-ce que c'est les pouvoirs publics qui doivent organiser un travail? Il y a deux façons d'organiser ça. Soit vous créez des structures, alors ça s'appelle aujourd'hui des PTA, soit vous dites aux gens... Plateforme territoriale d'appui. Soit vous dites aux gens qui s'organisent dans un territoire, est-ce que vous êtes d'accord de prendre en charge cette fonction de coordination pour les cas les plus complexes? À mon avis, la solution la plus efficace, la plus efficiente, c'est de dire qu'une fois que les gens s'organisent sur un terrain avec une fameuse CPTS, communauté professionnelle territoriale de santé, ils doivent intégrer dans cette fonction de CPTS la coordination des cas complexes qui est aujourd'hui organisée par des plateformes territoriales d'appui. Donc, si on veut optimiser et la dépense et l'efficacité, l'idéal serait que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des plateformes territoriales d'appui, parce qu'il y aura peut-être la mutualisation de moyens, mais si elle est organisée par les professionnels eux-mêmes, c'est un gage d'efficacité, d'efficience et de moindre coût. Vous soutenez cette démarche, Cécile Courrèges?
que de démarches de plateformes territoriales d'appui qui soient apportées par les professionnels, qui répondent d'abord aux besoins des professionnels, oui, clairement. Et qu'est-ce que vous faites pour alors? C'était le sens de la question. Est-ce que vous mettez les moyens nécessaires là, pour aider? on a effectivement des moyens qui sont dégagés pour accompagner les plateformes territoriales d'appui. D'abord, ça existe dans un certain nombre de territoires déjà, notamment aussi en accompagnement d'autres programmes, par exemple le territoire santé numérique. Moi, il y a 10 jours, j'étais dans les Landes où je suis allé voir le programme justement territoire santé numérique dans les Landes. Vous avez une plateforme territoriale d'appui aujourd'hui qui fonctionne sur l'ensemble du département des Landes. Énormément de professionnels libéraux qui sont adhérents à cette plateforme territoriale d'appui et qui fonctionnent au quotidien avec elle et en interaction avec elle, avec d'ailleurs de nouveaux projets qui se développent dans ce cadre-là, par exemple aussi sur la conciliation médicamenteuse, donc cette fois-ci avec les officines de pharmacie. Et on voit assez vite que quand ça correspond effectivement à des réseaux de professionnels et quand ça répond à des besoins de professionnels et construit avec les professionnels, le succès est quand même plus facilement au rendez-vous à la fin. Est-ce que vous pensez que cet hiver, s'il y a une épidémie grave de grippe, il risque d'y avoir des problèmes urgents, je dirais, dans les hôpitaux et un peu dramatiques? Est-ce que vous avez pris la mesure de ces difficultés par rapport à tout ce qu'on a dit au cours de cette heure? Je crois que c'est vraiment une préoccupation qu'on a et qu'on partage tous, qui est d'ailleurs pas qu'une préoccupation que pour les hôpitaux. Les médecins généralistes sont aussi en première ligne si on a une épidémie sévère. C'est tout le système de santé qui peut être très vite mis sous tension. C'est des sujets sur lesquels on a commencé aussi à discuter effectivement avec les urgentistes, mais il faut ouvrir le tour de table parce que ça met effectivement en difficulté à la fois l'amont de l'hôpital, mais aussi l'aval, pas seulement l'aval de l'hôpital, je dirais l'aval des services d'urgence. Et donc il y a vraiment un sujet qu'il va falloir qu'on partage très fortement avec les établissements et les directions d'établissements et les communautés médicales sur comment effectivement on active beaucoup plus la sortie d'urgence. Les deux. C'est pour ça que j'insiste aussi quand même aussi sur l'aval, et y compris l'aval interne de l'hôpital. C'est vraiment un sujet qui remet en cause. Les urgences n'est que le symptôme, en grande partie, est un symptôme de tout ce qui ne fonctionne pas sur le reste du système de santé. Et souvent, les urgentistes, les professionnels dans les urgences se retrouvent à gérer tous les problèmes qui en fait ne fonctionnent pas en amont. Claude Léchal a ouvert en début. Effectivement, ça renvoie à la question de la structuration des soins primaires, à comment on prend mieux en compte les soins non programmés. Ça renvoie sur l'organisation interne de l'hôpital. Ça renvoie. On est toujours inquiet avant l'hiver. Alors, moi, je trouve intéressant parce que j'ai trouvé que les médias n'avaient pas fait leur boulot dans cette affaire pour l'épidémie dernière. Parce que petite épidémie de grippe, 2 millions déclarés par l'INVS, enfin Santé publique France maintenant. Deuxièmement, plus de 97% des gens ne sont pas allés à l'hôpital. D'accord ? Les médecins généralistes ont fait 95% des actes avec les pédiatres, les médecins généralistes. On a fait 95%, on s'est occupé de 95% des patients. Les médecins généralistes absorbent le surplus. L'hôpital, non. Il y a eu la conjonction d'une épidémie qui a été brutalement intense, en particulier pour des personnes âgées, fragiles, avec une conjonction que ça s'est passé entre Noël et Nouvel An, qu'on avait évidemment laissé des gens prendre des vacances dans les hôpitaux, que les médecins généralistes aussi se sont permis de prendre des vacances entre Noël et Nouvel An, et que donc la conjonction de ces trois éléments a fait que l'écume qui est apparue, quand je dis l'écume, excusez-moi, c'est pas un terme péjoratif du tout, elle est apparue où ? Elle est apparue évidemment aux urgences. Et dans le travail territorial que nous décrivons depuis tout à l'heure, moi, le directeur de l'hôpital de Valence nous a proposé de faire une réunion là-dessus, et il se trouve que la maison médicale de garde de Valence, elle est à l'hôpital de Valence. Et en fait, on a dit au directeur de l'hôpital, mais si on avait su que vous étiez dans une telle difficulté, on aurait doublé ou triplé la ligne de garde des médecins généralistes qui auraient pu absorber de façon à ce que les urgences s'occupent des cas graves. Donc il faut bien comprendre que dans cette affaire, il y a eu défaillance de personne, ni de l'hôpital ni de la ville, mais il y a eu des problèmes d'organisation. Eh bien, de nouveau, nous revenons vers ces problèmes d'organisation. C'est le point faible en France, du fait de la dissociation des lieux de décision entre l'hôpital et la ville. Nous ne nous parlons pas assez et nous ne nous aidons pas assez. Et moi, je ne dis pas c'est la faute de l'hôpital, il ne faut pas que l'hôpital dise que c'est ma faute. Est-ce que vous êtes vacciné ? Bien sûr. Est-ce que vous êtes vacciné, Cécile Courrèges ? Est-ce que tu es vacciné ? Oui, bien sûr, évidemment. Alors il faut conclure. Qu'est-ce que vous avez pensé, Claude Léchère, de ce débat sur la pertinence des soins à l'Assemblée nationale ? Ça vous a inspiré quoi ? Je trouve que c'est un sujet intéressant et c'est presque un sujet rigolo. Parce que moi, je vais vous dire, il y a 30% des actes en France
dont on pourrait se passer, mais ça, on ne peut le dire qu'à posteriori. C'est-à-dire que quand je demande à un scanner si le scanner est normal, je ne dis pas le radiologue ne doit pas être payé pour le scanner qu'il a fait. Et quand je demande un scanner, on me dit ah oui, mais vous n'auriez pas dû demander scanner parce qu'à posteriori, le scanner était normal. Vous caricaturez, Claude Lécher, je caricature pas du tout. Je caricature pas du tout. Quand j'étais à l'hôpital, moi j'étais interne à l'hôpital pendant 6 ans, je trouvais qu'effectivement en ville, ouais, mais quand même, ils demandaient des choses où les gens arrivaient et que. Sauf que je ne m'apercevais pas que j'étais a posteriori. Quand vous êtes en première ligne, vous recevez un patient, vous devez décider ce que vous en faites. Et si vous prenez des précautions, on va vous reprocher d'avoir pris des précautions et on vous dit cet acte n'est pas pertinent. Si vous demandez une biologie qui est normale, on va vous dire c'était pas pertinent. Donc la pertinence a posteriori, je veux dire, moi je veux bien, mais discutons sur, non pas les pertinences, mais sur les procédures, sur les recommandations de bonne pratique et regardons comment on les applique. Après, moi je veux bien discuter de pertinence. Et comment vous le trouvez ce PLFSS finalement alors? Mais je le trouve intéressant parce que si vous regardez... De gauche ou de droite, Claude Lécher? Des deux à la fois, donc c'est très macroniste ce genre de réponse, c'est ça? C'est en marche. Et puis je vais vous dire, c'est le débat médiatique du jour. Les Français et les professionnels s'en foutent de ça. C'est-à-dire les Français et les professionnels, ils veulent que la France fonctionne. Et nous, dans ce PLFSS, il faut regarder les détails, parce qu'il y a plein de choses super intéressantes dans ce PLFSS. Après, je ne vais pas vous dire qu'il y a tout ce que je veux, parce que sinon, s'il n'y a pas de frustration, il n'y a plus de vie. Hein. Il faut un peu de frustration pour vivre. Pascal, il faut conclure. Eh bien, nous avons été contents de vous recevoir. Nous vous applaudissons, Claude Lécher et Cécile Courrèges. Merci d'être venus à la tribune des contrepoints de la santé. Merci Philippe, merci Renaud Degas, merci à Françoise Millet, à Pierre Denis, à Wilfried et Franck. Voilà, une nouvelle série de rencontres que nous vous proposons le 9 novembre qui s'appelle Transformation et Transmission. 9 novembre, et nous allons vous redonner le programme de détail. Et merci à nos partenaires. Et merci à notre partenaire. Alors, nos partenaires, allez. MSD, PVA, nouveau partenaire, évidemment Point Vision, et merci à François Pelen qui est là ce matin avec nous, et à Pasteur Mutualité. À bientôt. Et en décembre, en principe, la ministre de la Santé sera au contrepoint de la santé. Voilà, mais il y aura encore des rendez-vous et elle sera à votre place. Merci d'être venu. Merci beaucoup.